être en accord avec mes valeurs et notamment mes valeurs écologiques. Il y a plus rien à vivre en fait parce que j'avais l'impression que c'était la fin du monde beaucoup trop tôt. Je pense que ça me rassure aussi, le cadre scientifique. Aujourd'hui, les étudiants et étudiantes sont de plus en plus préoccupés par les enjeux environnementaux. De quelle manière impactent-ils leur santé mentale ? Le service de santé de l'Université Lyon 1 a questionné étudiantes et psychologues afin de répondre à cette question. Vous écoutez Éco-anxiété à l'université. Dans ce 3e épisode, nous rencontrons Louane, étudiante en Master 1 à l'Université Lyon 1, dans la mention Biodiversité, Écologie, Évolution, et plus particulièrement dans le parcours de spécialisation Écologie de l'Anthropocène, Urbanisation, Biodiversité, Eau. Elle nous raconte comment elle mène ses études et son parcours professionnel pour donner sens à sa sensibilité pour l'environnement. Je pense que j'ai toujours eu une sensibilité particulière pour l'environnement, tout simplement, une connexion avec la nature. J'ai grandi à la campagne, donc je pense que ça a joué. J'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents et je pense que c'est en grande partie eux qui m'ont transmis la curiosité de regarder ce qui m'entoure, de regarder les plantes, les animaux, d'apprendre les noms, même les fonctionnements. Alors il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, particulièrement l'écologie des communautés. Donc c'est les rapports entre les populations d'espèces, les interactions c'est des populations d'espèces différentes qui sont dans un même milieu. Et donc sur ces communautés, ce serait d'étudier les impacts humains, donc les impacts à la fois des activités humaines et de la simple présence de l'homme sur toutes les communautés qui nous entourent, que ce soit des communautés animales donc on voit tous les jours, les oiseaux par exemple, ou les plantes auxquelles on fait déjà moins attention. Ça peut aussi être les communautés microbiennes. Ça m'intéresse beaucoup et de voir quels sont les impacts et est-ce qu'on peut trouver des solutions pour améliorer la cohabitation qui existe déjà. Et les milieux urbains, là-dedans, m'intéressent particulièrement parce que justement, c'est une thématique qui a été un peu délaissée et c'est aussi l'objectif de mon parcours de master. C'est vraiment là qu'on peut essayer de mettre en place une cohabitation et puis surtout ne pas négliger la biodiversité en ville, puisqu'elle est là et elle est intéressante. Le titre du master Écologie de l'Anthropocène, ça peut paraître assez vague, mais en fait c'est très concret. Et par exemple, en écologie urbaine, on a eu un TP sur l'impact de l'homme sur les chants matinaux d'oiseaux. Et dans ce cadre, donc on est allé poser des capteurs pour enregistrer les chants d'oiseaux. Ça, c'est un pouillot en même temps. Il y a les merles. On a encore les maisons charbonnières. Alors ici on est au parc Sergent-Blandan qui est l'un des 2 sites où on a fait le TP d'écologie urbaine. L'idée du TP c'était de se concentrer sur l'impact direct humain, donc la présence en fait humaine. C'est pour ça qu'on a compté donc, le passage des piétons, le passage des voitures. Parce que les chants, les chœurs matinaux d'oiseaux, donc c'est un ensemble d'espèces qui chantent en même temps, donc en général c'est à l'aube. Et en fait, c'est un moyen de transmettre des informations d'un individu à l'autre sur la qualité du territoire, sur des informations sur la localisation spatiale, sur l'accès à la nourriture. Et donc c'est essentiel pour les oiseaux de pouvoir y participer pour avoir ces informations et ça a un vrai impact sur leur survie en fait. La diminution de ces chœurs matinaux en milieu urbain, ça peut vraiment avoir un impact fort sur les populations d'oiseaux. Et donc l'idée, c'était de voir si la présence humaine influe sur leur comportement. Donc par exemple en chantant plus tôt le matin ou plus tard pour éviter les moments où il y a le plus d'activité humaine. Sur la fréquence aussi, ils peuvent chanter à une fréquence plus aiguë, ils peuvent chanter plus fort, plus longtemps, allonger les chants, faire plus de chants que de cris pour se faire entendre.
Ici, on est sur la zone piétonne. Donc le capteur, il était accroché dans un arbre, un peu en hauteur. Et pour le comptage, on se plaçait à une centaine de mètres. Donc ici, on est près de l'école qui est dans le parc Sergent-Blandan. C'est une zone qui est un peu bétonnée. Il y a des buissons, des arbustes, quelques arbres. Et ici, donc, on mesurait surtout le passage piéton. Donc les promeneurs, les joggeurs, tout ce qui peut se passer ici. Il n'y a pas d'automobile. On entend un fond toujours automobile comme partout en ville. Alors évidemment, quand on étudie l'impact de l'homme sur la biodiversité, c'est rarement positif, même s'il y a des choses bien qui se font. Et nous, l'objectif, c'est qu'on soit conscient de la situation telle qu'elle est pour essayer de trouver des solutions et de participer à ce que ça se passe mieux. Mais c'est vrai que on a des cours qui peuvent être parfois assez anxiogènes, ou en tout cas, on les vit de manière assez anxiogène quand on a des résumés de tout ce qui s'est passé depuis l'industrialisation, de comment on a détruit des tas d'écosystèmes, comment on s'est développé principalement sur les énergies fossiles aux dépens de plein de choses. Et puis tout ce qui a pu être oublié ou ignoré sur les écosystèmes, sur les espèces. C'est vrai que c'est assez anxiogène, d'autant plus que quand on se retrouve dans ce genre de formation, c'est qu'on est sensible à l'écologie. Du coup, oui, parfois, il arrive qu'on sorte de certains cours et qu'on soit un peu déprimé et qu'on se dise voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est aussi, je pense, ce qui est intéressant, c'est ça nous met face à toutes ces problématiques et on se sent vraiment impuissant, mais ça nous motive aussi, je pense, à continuer de s'informer, à être conscient des choses et puis à vouloir être acteur finalement et trouver des solutions, et en se disant que justement en faisant cette formation, on va être conscient de choses dont la plupart des gens ne sont pas conscients et qu'on pourra utiliser ça pour peut-être essayer de participer aux solutions. Déjà, on a du rouge-gorge familier, on a de la maison charbonnière. On entend les étourneaux aussi. Donc le capteur, il était ici, donc on est à côté du château. On est au bord du parc, proche de la route. Ici, on entend déjà les merles. On entend toujours les mésanges, on a entendu un pouillot véloce, donc on voit qu'il y a quand même des oiseaux. Les chants d'oiseaux, ils varient beaucoup dans l'année. En hiver, on a moins de chants en général, il y a plus de cris de contact donc pour maintenir les groupes. Parce que les oiseaux sont plus grégaires en hiver, ils sont moins territoriaux. Après, au printemps, c'est plutôt la saison de la reproduction, donc il y a plus de chants. En général, c'est les mâles qui chantent pour essayer d'attirer une femelle. Il y a toujours des chants tout le long du printemps, parce que des fois il y a plusieurs reproductions à la suite chez certaines espèces. On entend des chants jusqu'en été, après en général ça se calme un peu. Il y a les jeunes, souvent en fin d'été, qu'on entend, donc c'est des chants parfois plus hésitants, moins développés que les chants des adultes. Et puis après il y a les périodes de migration, donc on en entend moins. Et puis à l'automne il y a la mue, et puis ils préparent l'hiver, et après en hiver le cycle est bouclé et on entend beaucoup moins de chants. Et alors l'éco-anxiété, c'est assez difficile à définir pour moi parce que c'est un sentiment un peu diffus et assez constant. Enfin, c'est quelque chose qu'on ressent tout le temps en fait. Parce que maintenant, les problématiques écologiques sont devenues très médiatisées, donc on en entend parler presque tous les jours. Et à chaque fois qu'on en entend parler, ça ramène les questionnements qu'on peut se poser individuellement. Moi, je dirais que c'est vraiment une angoisse. C'est pas une inquiétude ou un stress, c'est vraiment une angoisse plus profonde. Parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Déjà, il n'y a pas que l'humanité. Moi, j'ai toujours eu cette sensibilité écologique, donc c'est de se dire que, oui, l'humanité, on provoque des risques pour notre propre existence, mais on embarque avec nous tout un tas d'espèces aussi auxquelles on ne pense pas.
Et déjà, ça, c'est assez anxiogène, je trouve. Et puis, il y a un peu un fond de culpabilité, forcément, parce qu'on se dit qu'on appartient à l'espèce humaine. On peut pas, même si nous, on a l'impression de ne pas être la cause de tout ça, on ne peut pas se distancer du reste de l'humanité. Il y a beaucoup d'impuissance aussi, je trouve. Surtout quand on est conscient des problèmes, une fois qu'on s'est informé, qu'on connaît l'état des choses et qu'on réalise qu'en fait, on ne peut pas faire grand-chose à notre échelle. Et quand on fait ce qu'on peut, on fait au mieux, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant et que ça ne le sera pas pour enrayer les dynamiques des changements globaux. Et ça, oui, c'est assez, je pense, anxiogène de se retrouver à la fois conscient du problème, de vouloir le changer sincèrement, mais de pas être en mesure de faire quoi que ce soit. Je pense que chez moi, c'est ça qui génère beaucoup d'anxiété. Et puis, c'est aussi une anxiété d'anticipation, je pense, par rapport à l'avenir, de se dire comment sera le monde dans même pas 100 ans, rien que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, à quoi ça va ressembler, comment je vais vivre, qu'est-ce que je vais voir, est-ce qu'il y aura toujours certaines espèces qui sont très médiatisées, est-ce qu'il y aura toujours des banquises, c'est des petites choses comme ça, mais à force, à chaque fois que le thème revient dans les médias, ça relance en fait toutes ces questions. Oui, maintenant il y a beaucoup de reportages, de documentaires qui mettent en évidence tout un tas de problématiques super importantes, et c'est bien qu'il y ait ça, parce que ça permet de mettre en lumière des thématiques dont on parle peu. Donc ça peut être l'élevage, la conservation des espèces, ça peut être les déchets, justement, la pollution plastique. Ces documents-là, ça joue sur l'émotion, ça joue sur l'affectif, parce que c'est un des meilleurs moyens de faire passer le message, tout simplement. Mais moi, comme j'y suis sensible, je sais que c'est peut-être pas le meilleur moyen pour moi, et que c'est peut-être pas utile pour éveiller ma conscience. Moi, j'essaie de pas trop m'y exposer. Donc ici, c'est une zone qui est beaucoup plus, qu'on pourrait considérer de beaucoup plus naturelle. Il y a beaucoup d'herbes, de buissons, d'arbustes, d'arbres. On n'a plus de béton. Donc c'est notre zone témoin. On a placé le capteur dans un arbre. On entend beaucoup plus les champs. Ici, on remarque déjà. On entend moins le bruit des voitures. Il y a toujours un peu un fond en distance, mais c'est normal. Ce matin, je suis partie de chez moi. On entendait vraiment beaucoup plus d'espèces, ça faisait beaucoup plus de bruit. Donc c'est assez frappant quand on vient de la campagne et qu'on vient en ville, les différences à la fois du nombre d'espèces, du volume sonore. Et au début, ça peut être un peu pris sous l'angle négatif. On peut voir ça comme un peu déprimant. On voit bien qu'on a artificialisé complètement des milieux et que ça a un impact pas que sur les humains. Mais le fait de le prendre sous l'angle scientifique, ça m'a fait changer un peu de point de vue. Et maintenant, je vois plus ça comme un milieu très intéressant à étudier aussi. Parce que justement, on peut mesurer les changements de comportement des espèces quand il y a des activités humaines autour. Et quand on écoute bien, surtout pour les paysages sonores, on entend bien tout ce qui se passe autour. On entend les oiseaux, on entend les cris d'alerte des espèces, mais on entend aussi les discussions humaines, les voitures autour. Et en fait, c'est très riche et c'est très complexe et intéressant à étudier. Du coup, je pense que de le prendre sous l'angle plus académique, ça m'a fait voir aussi la richesse que ça pouvait avoir. Et puis, le but de ce genre d'études scientifiques, c'est toujours aussi de pouvoir mieux connaître, mais aussi apporter des solutions. Et donc, ça permet de se rendre utile aussi, d'étudier un milieu qu'au final, on aurait un peu négligé ou considéré comme mauvais par rapport à un milieu très naturel. Et c'est pour ça aussi que notre parcours de master, donc c'est écologie de l'anthropocène, il est très intéressant parce que c'est étudier des milieux dont on n'est pas forcément très familier quand on s'intéresse beaucoup à l'écologie. En général, on va préférer aller dans des parcs naturels,
aller faire de la randonnée dans des endroits où il n'y a pas de voiture, où il y a très peu d'humains. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de biodiversité en ville aussi, et que c'est très intéressant à étudier à la fois les adaptations des espèces. Typiquement, les oiseaux, ils vont décaler donc leur chant, ils vont décaler leur rythme, ils vont mettre en place beaucoup d'adaptations qui sont réversibles. On appelle ça de la plasticité comportementale. J'ai passé énormément de temps avec mes grands-parents toute mon enfance. C'est presque eux qui m'ont élevée à moitié, parce que j'étais chez eux tous les midis, tous les soirs, et j'étais tout le temps dehors. Dès qu'il faisait beau, j'étais dehors avec mon grand-père qui, lui, a toujours fait son potager, qui a toujours accordé beaucoup d'importance à son jardin. Et aussi ma grand-mère qui m'a montré plein de choses, qui m'a appris énormément de choses. Et c'est toujours des thématiques dont on discute et dont j'aime bien discuter avec eux, parce qu'ils sont très conscients, je pense, de tous ces problèmes. Et j'aime beaucoup discuter avec mon grand-père de tout ça, parce qu'il se renseigne énormément, il connaît plein de choses, ça m'épate toujours tout ce qu'il connaît sur l'écologie. Oui, c'est vrai que ce lien avec eux, il m'a beaucoup nourrie, je pense. Et il m'a beaucoup... c'est grâce à ça que je me suis autant intéressée à l'écologie, en fait. Et c'est sûrement grâce à eux, en partie grâce à eux, que je me suis orientée vers ce choix d'études. Moi, je trouve que l'écologie scientifique est très importante et qu'on ne la prend pas assez en compte dans les médias. Parce que, oui, il y a une démarche forcément scientifique qui se base sur des faits, qui se base sur des chiffres, et qu'on ne peut pas nier, en fait. C'est une vérité un peu brute, mais elle suffit, en fait, à faire passer le message. Je pense que ça me rassure aussi, le cadre scientifique, le fait d'avoir des constats, en fait, clairs, et que ce ne soit pas une opinion. C'est vraiment ça qui me motive à faire de la recherche, c'est de pouvoir explorer des questions qu'on se pose, même au niveau sociétal, mais d'y répondre avec des faits objectifs, en fait. Après, l'opinion ou l'émotion qui en ressort, elle est propre à chaque individu, mais c'est vrai que l'approche scientifique en écologie, elle est très importante et elle est pas assez mise en avant, je trouve, dans les médias aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai envie d'y participer aussi. Je pense que l'éco-anxiété, c'est vrai, c'est une vérité, enfin, ça existe vraiment, parce que je vois encore beaucoup d'articles qui disent que c'est pas un vrai phénomène. Je pense que c'est un vrai phénomène dans ma génération et dans les générations qui vont venir après, que ça s'inscrit plus généralement dans la santé mentale des étudiants, qui est aussi un peu ignorée, alors qu'il y a quand même des chiffres qui sont assez alarmants. J'aimerais bien faire de la recherche pour participer, justement, essayer d'être utile à ma manière. Je pense qu'une partie de la solution à la fois aux problématiques écologiques et à l'éco-anxiété, ça passe par l'action, en fait. Et chacun s'engage comme il peut, comme il veut. Il y en a beaucoup, c'est dans les associations, il y en a, c'est dans des petites actions individuelles. Moi, je pense que ma manière de le faire, ce serait plutôt par la science, justement. Merci Louane pour ton témoignage et pour cette balade sonore avec les oiseaux en milieu urbain. Cette exploration auditive nous plonge dans ton approche scientifique et illustre comment tu réponds à ton éco-anxiété, c'est-à-dire comprendre scientifiquement les phénomènes pour pouvoir proposer des solutions. C'était le podcast Éco-anxiété à l'université, proposé par le service de santé de l'université Lyon 1. Nous vous invitons à découvrir dans l'épisode suivant l'entretien avec Anne-Laure Krikorian, psychologue clinicienne au sein du service de santé universitaire. Elle nous explique le lien entre santé mentale et enjeux environnementaux. C'était le podcast Éco-anxiété à l'université, proposé par le service de santé de l'université Lyon 1.